Bonjour à tous et bienvenue à cet incroyable webinaire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui avec nous. Moi, je m'appelle Alima Songo et je suis responsable de la communication et du marketing à Kuja. Cette réunion se déroulera en français, mais des services de traduction seront dispo au bas de votre écran. Il vous suffira de sélectionner l'onglet pour la traduction. Mais avant de commencer la réunion, j'aimerais partager une vidéo sur Kuja, qui nous sommes et ce que nous faisons. Donc, bienvenue. Une seconde. D'accord. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Yes. Et une seconde. D'accord. Merci pour ça. Bienvenue à notre deuxième webinaire officiel du Kuja, où aujourd'hui, on va discuter le fondement du secteur de l'aide et de la manière dont nous essayons tous de démêler le chaos et de déterminer les prochaines étapes. Le pays sur lequel nous concentrons aujourd'hui est Haïti. Donc, maintenant, je vous présente Marie-Rose, qui animera la conversation d'aujourd'hui. Elle est présidente de Romain Murphy Consulting, une société de gestion et de stratégie à but non lucratif qui travaille à l'échelle internationale avec un large éventail d'organisations, depuis les petites organisations locales jusqu'aux grandes institutions d'un milliard de dollars opérant à l'échelle mondiale. Et avec ça, Marie-Rose, bienvenue. Vas-y. Merci beaucoup, Alima, et merci tout le monde. Je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui et de pouvoir discuter au sujet de ce webinaire qui est en fait focalisé sur le développement communautaire qui est mené par la communauté. D'accord? Donc, maintenant, ok, super. Nous commençons à avoir des gens qui s'engagent. Je commençais à me demander s'il y avait eu des problèmes du point de vue de l'enregistrement. Très bien. Donc, maintenant, commençons.
Comme vous le savez, trop souvent, quand ils ne nous rendent pas invisibles, les médias occidentaux présentent les pays du Sud et les leaders communautaires des pays du Sud, comme Haïti, les pays de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique, d'une manière négative. À les croire, nous manquons de savoir, nous manquons de sens de l'initiative et nous manquons aussi de la capacité de gérer et de diriger nos communautés et notre pays. Je suis heureuse de travailler avec Kuja sur ces webinaires, car tout cela, nous parlons de mythes qui ont besoin d'être détruits, surtout maintenant. Et pourquoi est-ce que je parle et que je dis maintenant? Maintenant, le secteur de l'aide internationale est en train de s'effondrer. Tous les acteurs et toutes les parties prenantes s'efforcent de débloquer la situation et de déterminer les prochaines étapes. Partout dans le monde, les dirigeants communautaires et les organisations locales et nationales des pays du Sud sont maintenant plus que jamais conscients que personne ne viendra nous sauver. Maintenant, il est essentiel que nous nous tournions vers des modèles de programmes communautaires qui sont aussi financés par les communautés et qui s'appuient sur la solidarité, l'économie circulaire et l'entraide. En Haïti, nous avons plusieurs organisations et plusieurs leaders communautaires qui appuient le pays et se démènent jour après jour pour essayer de le faire avancer. Maintenant, nous allons présenter deux organisations qui travaillent en étroite collaboration avec les communautés depuis 15-20 ans afin de tirer parti des atouts communautaires et de garantir un processus de développement solide et global avec et pour les communautés locales. J'ai le plaisir de vous présenter les directeurs exécutifs de deux fondations. Jean-Patrick Lucien de la Fondation EDEM et Lérisson Hilaire de la Fondation communautaire haïtienne Espoir, qui est plus connue globalement sous le nom de la Haiti Community Foundation. Ils vont parler de leur travail, de leur vision et des raisons pour lesquelles leur vision et leur modèle communautaire devraient et doivent servir de modèle de développement endogène pour les pays du Sud. Sans tarder, je passe la parole à Hilaire. Hilaire. Merci Marie-Rose. Bonjour tout le monde, merci d'être là avec nous. C'est un plaisir de pouvoir partager avec vous l'expérience de la Fondation communautaire haïtienne Espoir durant environ 15 ans déjà, qui travaille avec les communautés haïtiennes. Alima, s'il te plaît, tu peux mettre la présentation. La Fondation communautaire haïtienne Espoir, aussi connue sous le nom de Haiti Community Foundation, FCH Espoir. Ça, c'est pour c'est l'autre présentation. Alima, si tu as un souci, je peux présenter. Hilaire, tu veux y aller? Présente donc. Oui, je partage. OK, rapidement, je vais faire une petite histoire pour mieux comprendre l'origine de la Fondation communautaire haïtienne Espoir. En 2010, après le tremblement de terre qui avait ravagé une bonne partie de l'île, le 2 janvier,
des millions, des dizaines, pour ne pas dire des dizaines de millions, ont été décaissés par la communauté internationale pour, disons, la reconstruction d'Haïti. Mais malheureusement, le constat était que malgré toute cette mobilisation, les communautés les plus touchées, les personnes les plus dans le besoin n'ont jamais été touchées, les problèmes majeurs n'ont jamais été adressés. Ça a poussé à une réflexion de notre côté, c'est quel serait le meilleur modèle de développement pour Haïti? Donc, à partir de cette réflexion, nous avons commencé avec une série d'échanges, une série de visites pour pouvoir explorer et voir quelle serait la meilleure approche pour un développement durable et endogène pour Haïti. Et là, nous avons abouti à la question de fondation communautaire. Alors là, pour démarrer, effectivement, nous n'avons pas choisi d'aller vers une région, mais de préférence, nous avons demandé si nous pouvions venir dans le département de la Grand'Anse. Le département de la Grand'Anse représente l'une des régions les plus marginalisées, si on peut dire, d'Haïti et le plus délaissé en termes de support, que ce soit de l'international ou même au niveau national en termes de budget national. Et là, 3 points essentiels allaient, allaient être à la base de la Fondation communautaire haïtienne. En premier lieu, nous avons démarré avec une série d'échanges. Et là, nous avons visé chaque communauté et ceci ciblé tous les secteurs de chaque communauté pour pouvoir présenter cette approche, cette nouvelle philosophie de développement basée sur les communautés et connaître aussi les réalités de chaque communauté. Lorsque nous disons réalité, ce n'est pas seulement les problèmes, mais aussi les opportunités que peuvent présenter ces communautés. Et en second lieu, après avoir échangé avec toutes ces communautés, le deuxième point, c'était de les connecter entre elles. C'est de pouvoir partager, échanger les informations et aussi initier une sorte de collaboration entre tous les secteurs de ces différentes communautés. Et là, à partir de ces 2 points, la Fondation communautaire haïtienne Espoir a pu, grâce à cette communauté, créer une sorte de synergie, a pu mettre accent sur le bien commun. C'est-à-dire, c'est prioriser, c'est valoriser, adresser les problèmes de nos communautés. Et là, lorsque nous parlons de ressources, nous ne parlons pas seulement de ressources humaines, les gens, les leaders qui mettent leur temps, leurs avoirs communautaires, et c'est la base même de nos interventions. C'est d'abord mobiliser les gens, mobiliser les leaders, mobiliser les communautés pour mettre en commun leurs ressources. Et là, nous parlons de temps, nous parlons d'argent, et pour pouvoir d'abord commencer à adresser les problèmes auxquels elles font face. OK? Et là, parlant de Meyampil Chaypalou, qui est une expression créole, une expression haïtienne, qui peut se traduire par l'union fait la force, c'est justement s'engager. Chaque personne dans la communauté s'engage à travailler avec l'autre pour aboutir à quelque chose de plus global, de commun. Donc, et là, dans toutes nos interventions,
les notions de philanthropie, solidarité, équité, justice sont toujours à la base des interventions de la Fondation. Et ça a donné quoi? C'est une sorte d'engagement, c'est une sorte de fierté, OK? Pour les gens de savoir qu'auparavant, les solutions venaient d'ailleurs, mais maintenant, ils font partie prenante des solutions. Ils apportent les éléments de solution. Ils sont maîtres de leur destin. Ils travaillent pour leur propre bonheur. Ça crée vraiment un sentiment de fierté et vraiment, ils sont plus impliqués et lorsqu'ils sont consultés pour adresser les problèmes de leur communauté. Et là, parlant de mobilisation de ressources et d'argent, souvent on a tendance à dire que Haïti est un pays pauvre. C'est archi faux. Parce que là, avec l'expérience que la Fondation communautaire haïtienne est en train de faire, nous avons par exemple des groupes, des personnes qui se mettent en groupe et appelés mutuelles de solidarité, qui mettent ensemble leur argent pour créer des caisses d'épargne au niveau de leur communauté. Face aux problèmes pour avoir accès au crédit, que ce soit pour des prêts, pour des petites entreprises ou bien pour promouvoir l'agriculture, il est extrêmement difficile pour les gens vraiment qui sont le plus dans le besoin pour avoir accès. Donc, nous-mêmes, au niveau de la Fondation communautaire haïtienne, nous supportons cette initiative qui est, en quelques mots, c'est des gens qui se connaissent, qui se font confiance, OK, qui mettent ensemble leur argent pour créer une caisse. Et cet argent-là génère non seulement des valeurs ajoutées au niveau de la communauté, mais cet argent-là, bien qu'il s'agit d'un montant de chaque membre du groupe, mais l'argent est au service de la communauté. Et là, nous parlons de mobilisation des ressources. C'est plus de 260 groupes, chaque groupe composé d'environ 30 personnes qui mettent ensemble leur argent pour adresser leurs problèmes de fonds, pour que ce soit des prêts pour l'écolage, pour les entreprises, pour les petites entreprises ou l'agriculture. Et avec ces groupes de mutuelles et ces organisations, nous avons actuellement un réseau établi sur toute la partie sud d'Haïti qui travaille, peu importe le secteur, mais qui travaille de façon impliquée et qui intègre toutes les communautés. Et là, lorsque nous parlons des activités communautaires, nous n'allons pas cibler un secteur, mais c'est vraiment les priorités. La Fondation communautaire haïtienne Espoir, ses priorités sont celles des communautés ciblées. Nous travaillons en fonction des priorités des communautés et c'est ce qui a mené à avoir un réseau connecté entre eux, OK, d'organisations connectées entre elles qui travaillent en synergie, qui développent des éléments de solution, qui adressent les problèmes à leur base. Et aussi, la Fondation communautaire haïtienne développe des partenariats, que ce soit avec les structures étatiques pour les structures étatiques décentralisées, que ce soit avec les universités, que ce soit avec les organisations ou les coopératives, tout ça. Donc, l'idée, c'est de pouvoir focaliser sur la personne, sur les ressources humaines. C'est d'abord mettre ensemble les gens, mettre ensemble les communautés pour pouvoir adresser les besoins des communautés. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les réalisations de la Fondation, parce que le temps serait un peu trop court pour présenter toutes les réalisations, mais en peu de mots, je dois dire qu'il s'agisse d'agriculture, de construction, d'éducation, d'entreprise, la Fondation communautaire haïtienne Espoir se tient en tant que catalyseur, en tant qu'institution qui accompagne les communautés, qui fait la promotion d'un développement basé sur la personne, basé sur la capacité même de ces communautés à se prendre en charge, à aller de l'avant. Donc, voilà.
Merci, Marie-Rose. Je sais qu'il y aura peut-être des questions. OK. Oui, oui. D'accord. Merci beaucoup, Hilaire, pour cette présentation. Je vais confesser que, d'une certaine manière, bon, en tant que cofondatrice, je suis partielle, mais et je sais et très bien l'impact que notre fondation a eu en Haïti en présentant un modèle de développement qui était et qui continue à être essentiel. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des questions, nous aurons du temps pour les questions vers la fin. Mais pour le moment, et je vais passer le micro à Patrick. Patrick, d'accord. Merci. Donc, je vais partager mon écran. D'accord, super. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK, bonjour tout le monde et bienvenue et merci d'être ici avec nous. Mon nom est Jean-Patrick Lucien. Je suis le fondateur de la fondation EDEM qui est basée à Massachusetts. Donc, un grand merci à Marie-Rose et la fondation Kouja pour nous donner cette opportunité de présenter la fondation. Donc, aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter comment la fondation EDEM crée un impact durable dans les communautés rurales d'Île-à-Vache et de Torbec grâce à des pôles innovants axés sur les compétences, le sport et le tourisme. Donc, pour vous donner un aperçu de ces communautés font face à des défis assez communs comme le manque de financement et d'infrastructures, mais elles ont aussi de grands atouts, un leadership local solide, un fort engagement des jeunes et un potentiel dans l'agriculture et le tourisme rural. So, notre mission est de transformer ces forces en opportunités durables. Donc, quels sont les pôles de croissance? Donc, les pôles de croissance d'EDEM sont des incubateurs communautaires. So, ils regroupent les formations professionnelles, la technologie, l'éducation, le sport, l'écotourisme, et pour encourager la croissance économique et la croissance de l'autonomie locale. Donc, l'objectif de la fondation, notre objectif sont clairs, c'est de créer des centres qui lient l'apprentissage et l'emploi, dynamiser l'économie locale, offrir l'accès à l'éducation numérique et à la technologie, et surtout encourager l'engagement et l'autonomie des communautés. Donc, en termes d'activité, nous avons premièrement une coopérative de couture. Donc, cette coopérative de couture forme et emploie des couturiers pour produire des uniformes scolaires, soutenant plus de 3000 élèves. Donc, la Fondation EDEM soutient près de 12 écoles et nous produisons près de 4000 uniformes par année. Cela crée un emploi local tout en réduisant la dépendance aux importations. Il y a aussi un potentiel d'expansion vers les accès de vêtements et de travail. Donc, nous avons à présent près de 25 tailleurs qui, eux, emploient et 3 ouvriers. Donc, près de 100 emplois pour produire près de 4000 uniformes pour supporter 12 écoles dans le sud d'Haïti. Nous avons aussi un accès sur le sport. Comme vous le savez, tout dernièrement, Haïti a été l'un des gagnants et dans Haïti, l'un des gagnants pour l'instant, Haïti a vraiment s'est engagé dans le sport, surtout dans le football. Donc ici, dans le sport, l'académie forme des jeunes dans plusieurs disciplines sportives, avec des programmes de mentorat et des opportunités de bourse. Donc, c'est un levier de développement personnel et de développement communautaire. Pôle de technologie. Les jeunes apprennent le codage, la cybersécurité, les langages étrangers, l'utilisation des drones. Tout ça se fait pour l'instant à l'Île-à-Vache et à Torbec à travers des centres de technologie que nous avons mis sur pied dans ces communes. Donc, c'est une porte d'entrée pour des carrières modernes, numériques, et puis aussi ouvrir l'opportunité pour ces jeunes-là de pouvoir travailler à distance. Notre programme connaît le jardin scolaire. Les jardins scolaires forment les jeunes à l'agriculture biologique. Ils soutiennent les cantines scolaires et favorisent la sécurité alimentaire. Ils offrent aussi des opportunités d'emploi dans l'agriculture durable et aussi donner
aux jeunes l'opportunité de penser à l'agronomie comme un atout dans leur futur. Et on aussi pense à l'agriculture rurale. So, nous combinons l'agriculture et le tourisme rural. So, en organisant des visites guidées, l'hébergement éco-responsable, des cuisines locales. Donc, c'est une façon innovante de créer de l'emploi tout en valorisant la culture locale d'Haïti. Donc, comment, en termes de gestion, et l'équipe que nous avons, notre équipe est répartie entre des membres qui sont aux États-Unis pour les conseils et les financements et une équipe qui est en Haïti pour les opérations sur le terrain. Donc, nous travaillons en partenariat avec des institutions locales et nous formons des jeunes pour renforcer nos équipes. Donc, durabilité, en termes de durabilité, sur nos initiatives, le tourisme, les clubs sportifs, la transformation des produits, la formation en informatique, cela génère des revenus locaux. Les festivals culturels et marchés artisanaux aussi sont des atouts qu'on renforce encore pour cette dynamique économique. On a aussi un grand accès sur le partenariat. Donc, les partenariats pour nous sont essentiels. Ils nous permettent de mutualiser les ressources, de renforcer l'impact et d'attirer les bailleurs. Donc, ensemble, nous avons une voix plus forte et une vision plus cohérente pour le développement rural en créant des partenariats avec diverses organisations et amis. Donc, en gros, c'est la Fondation EDEM et les organisations, nous recherchons des partenaires, nous espérons trouver des autres membres de la communauté internationale qui puissent travailler avec nous, partager des idées et échanger et créer des relations avec les jeunes de partout. Donc, encore une fois, nous sommes très heureux de partager la Fondation EDEM avec vous et nous espérons et en train de vous voir. Merci. Merci, Patrick. Est-ce que vous pouvez mettre votre micro sur mute? Enfin, j'entends un peu de bruit. Merci, Patrick, pour cette présentation et pour le travail. Ce travail, parce que ça fait quoi? Plus de 20 ans? Plus de 20 ans, oui, 2003. 20 ans que tu travailles dessus. Ça fait 25, 22 ans. Parce que ce qui m'a frappé, en fait, bon, on peut, et tu peux essayer de partager? OK, d'accord. Need translation. Est-ce que je vois il y a quelqu'un qui demande de la traduction? Nicolas, I think you can access it if you look at interpretation, because we have translators. You can access that. Yeah, thank you. Okay? Yeah. Yes, it's okay. The interpretation is there. Okay, perfect. You go to more and you will link on it. It's not there on the screen, but you go to more and then you'll connect. It's the visual on the bottom of the screen, Nicola, is there's like a globe. It looks like a globe. And when you click on that, you can choose English as the language. Yeah, I've chosen that. Thank you. Okay, great. Okay. Yeah, cool. D'accord. Ok, d'accord, très bien. Bon, voilà ce que je vois, parce que lorsqu'il s'agit des deux modèles, qui sont différents, en fait. Les deux modèles sont différents parce que nous parlons d'une fondation, et lorsqu'il s'agit de la fondation de Haiti Community Foundation, la fondation Communauté Haïtienne Espoir, qui est en fait structurée comme un réseau de fonds régionaux. C'est une organisation nationale. Maintenant, nous avons la fondation EDEM, qui est une fondation et une organisation de développement communautaire au niveau régional, qui se focalise sur des zones spécifiques, mais toutes les deux ont beaucoup de similarités. Lorsque nous regardons, premièrement, ces principes de solidarité, d'inclusion, de support mutuel,
il y a aussi ce qui est essentiel, la valorisation des atouts de la communauté. Parce que bien souvent, lorsqu'il s'agit du développement des communautés du Sud, des pays du Sud, il y a une approche déficitaire. C'est-à-dire que les gens se focalisent sur ce qui n'est pas, sur les choses négatives, au lieu de regarder le positif et les atouts. Nous avons aussi une emphase sur la transparence et la collaboration, et pratiquement ce qu'on pourrait appeler la co-création. D'accord? Sans laquelle il est impossible d'avoir les résultats que vous voyez, où les communautés, en fait, s'approprient le développement et mènent leur propre développement. Elles sont profondément impliquées et engagées. Et nous pouvons voir aussi la puissance de l'action collective et de la vision commune. Parce que dans la situation, que ce soit lorsqu'il s'agit de la Fondation ÖDEM de Jean-Patrick, que ce soit lorsqu'il s'agit de la Fondation haïtienne communautaire Espoir avec Hilaire, c'est un système qui, ensuite, qui d'une certaine manière, parce que la fragmentation sociale est quelque chose qui est un problème dans les pays comme en Haïti, ce qu'on appelle les pays fragiles, à cause de conflits et de problèmes politiques, etc. C'est une approche et une stratégie qui ramène les gens et qui leur font mieux faire comprendre leur puissance et leur donne la possibilité d'agir d'une manière collective. Maintenant, la question que j'ai pour vous deux, Hilaire et Jean-Patrick, c'est quelles sont les stratégies, parce que maintenant que le système de l'aide internationale est menacé de beaucoup de manières, quelles sont les stratégies que vous essayez, que vous avez pour pouvoir en fait vous assurer que vos organisations sont moins dépendantes de l'aide internationale? Merci. Merci, Marie-Rose. Patrick? OK, Vas-y, Hilaire. Oui. D'abord, je dois dire que déjà, pour les institutions comme les nôtres, parlant de Fondation communautaire haïtienne Espoir ou Fondation ÖDEM, et ça a été toujours un véritable combat, OK? Parce que les grandes institutions internationales ne priorisent pas, ne valorisent pas le développement mené par les communautés. Donc, ça a toujours été un véritable combat pour avoir accès à des ressources. Là, maintenant, ça devient encore plus difficile, extrêmement difficile, vu le contexte mondial, les changements qui s'opèrent à tous les niveaux et au niveau du monde. Alors, comme stratégie nous-mêmes, ce que depuis des années, nous essayons, alors nous travaillons pour mettre sur pied, c'est d'abord miser sur nous-mêmes. OK? Tout à l'heure, j'avais mentionné la question de mutuelle de solidarité. Là, c'est mobiliser les ressources locales. OK? Encore une fois. Ensuite, c'est aller vers des activités génératrices de revenus. Là encore, je ne veux pas rentrer dans le schéma classique, mais plutôt c'est permettre aux communautés, ou du moins donner aux communautés de mobiliser des ressources, OK, pour elles-mêmes. Donc, nous essayons d'aller vers des activités qui peuvent être autonomes, OK, sans avoir besoin de l'aide d'un support extérieur, tout ça. Par exemple, actuellement, la Fondation communautaire haïtienne Espoir travaille sur la mise en place d'un centre de transformation du fruit à pain au niveau de la Grand'Anse. OK? Le fruit à pain, fruit riche en vitamines et sans gluten, OK? Est actuellement très, très demandé au niveau international. Nous-mêmes, au niveau de la Grand'Anse, la nature nous a gâtés en ce sens. Mais malheureusement, faute de moyens de transformation, de conservation, pendant les saisons de récolte, 80% des récoltes sont perdues. Donc là, nous essayons de valoriser cette terre
en mettant sur pied un centre de transformation, donc ce qui sera automatiquement de l'argent dans les poches des producteurs. Et aussi un atout pour la région. Là, nous ne parlons pas seulement d'aider une famille, mais nous parlons de renforcer toute une communauté, de renforcer tout un pays. Donc, c'est pour vous donner un exemple de ce que nous-mêmes, nous prévoyons de faire pour travailler pour l'autonomisation des régions, pour l'autonomisation de notre pays. Merci, Léa. Patrick, je sais, une des choses qui m'avait frappé quand nous avions parlé et commencé à préparer ce webinaire, tu m'avais dit, Marie-Rose, je voulais être sûre que nous ayons un processus stratégique qui ne dépende pas trop de l'aide, pour que que les communautés puissent en fait soutenir et poursuivre le développement de leur entreprise et de leur communauté. C'est quelque chose qui m'a frappé parce que, considérant le contexte où nous sommes maintenant, c'était pratiquement prophétique. Et une stratégie extraordinaire à ce sujet. Donc, est-ce que tu peux parler de ce que tu penses des stratégies que tu as utilisées? Parce que le fait est que, bon, que ce soit toi, que ce soit la Fondation et Communauté Haïtienne Espoir, c'est utiliser et maximiser les fonds internationaux, mais les utiliser pratiquement pour pouvoir, comme on dit, seed funding, pour pouvoir lancer certaines choses, mais pouvoir aussi les autonomiser. Donc, ce qui rend la Fondation EDEM spéciale, c'est que nous travaillons main en main avec les habitants de la communauté, les autorités locales, la diaspora haïtienne, ainsi que des partenaires internationaux. Donc, notre vision est humaine et inclusive en même temps. Elle est axée sur l'innovation et le renforcement des capacités locales. Donc, cela fait de la Fondation EDEM un acteur unique et précieux dans la transformation sociale d'Haïti. Ainsi, nous croyons aussi à ce qu'on appelle le success story, des histoires de réussite comme modèle d'affaires et d'une importance stratégique majeure pour toute organisation et d'entreprise. Donc, cela s'applique aussi bien que pour la Fondation EDEM. Et voilà pourquoi, par exemple, l'inspiration et la mobilisation. Donc, les histoires de réussite donnent un visage humain au projet. Elles inspirent les communautés, les partenaires et les donateurs en montrant que le changement est possible. On croit aussi beaucoup à la crédibilité et à la confiance. Les résultats concrets renforcent la crédibilité de l'organisation. Un success story, un modèle de réussite bien documenté, montre que les ressources sont bien utilisées et que les interventions produisent des impacts mesurables. Donc, cela attire plus facilement des financements des partenaires ou des soutiens. Et un marketing assez puissant. Donc, les histoires vraies ont un pouvoir émotionnel. Ils sont plus mémorables qu'un rapport statistique. En partageant ces récits sur les réseaux sociaux, dans les rapports annuels ou lors des événements, une organisation peut toucher un public plus large, fidéliser sa communauté et accroître sa visibilité. On pense aussi au renforcement d'un modèle économique. Donc, en mettant en valeur les résultats positifs de ces projets, une organisation peut affiner son modèle économique. Donc, ces histoires peuvent permettre d'identifier ce qui fonctionne vraiment, d'ajuster les stratégies et de les répliquer et de répliquer les initiatives. En parlant du diaspora, nous avons pensé à une idée avec l'acronyme RICHE, qui s'appelle Réseau d'investissement communal des Haïtiens de l'étranger. Donc, en créant ces modèles, on pourrait présenter un modèle qui a une forte réussite dans une communauté et encourager les Haïtiens de l'étranger à créer des réseaux d'investisseurs pour pouvoir les répliquer à travers d'autres communautés. Donc, pour nous, les success stories servent comme outils d'évaluation et puis elles complètent les données quantitatives et mettent l'effet réel sur la vie des gens. Donc, on peut les présenter ainsi à d'autres communautés. Patrick, Marie-Rose, justement, oui, je voulais compléter Patrick. Là aussi, il faut vraiment insister sur l'importance de notre diaspora. OK? On a tendance très souvent à négliger l'importance de l'apport de notre diaspora
dans le fonctionnement d'Haïti. Au contraire, les chiffres montrent que sans notre diaspora, Haïti, bon, qui sait? Mais là, je suis totalement d'accord avec l'approche, c'est pouvoir canaliser les fonds, que ce soit de notre diaspora ou du moins d'autres structures internationales, mais c'est canaliser ces fonds-là pour pouvoir créer une économie, comme l'a si bien dit Marie-Rose, une économie circulaire, c'est utiliser ces ressources au maximum au profit des communautés. Là, totalement d'accord. Mais une chose qui est, et vous avez complètement raison, dans la mesure que les gens ne réalisent pas que c'est plus de 4 milliards de dollars qui sont contribués par la diaspora haïtienne. Sans lesquels, enfin, qui est beaucoup plus gros que que l'aide internationale qui est apportée à Haïti et qui va directement aux gens, à la population. Et en fait, d'une certaine manière, tu te rappelles la reconstruction de la clinique, là? Ça a été les 10% que la communauté avait contribué. Ça venait de la diaspora. Donc, il y a déjà des connexions qui sont faites. C'est pouvoir renforcer ces connexions. Et laissez-moi voir. Est-ce que il y a quelqu'un qui veut intervenir, qui veut avoir des questions? Parce qu'on peut continuer. Nous avons quand même quelques minutes pour pouvoir prendre vos questions. Commentaires? Oui, bonjour, je ne sais pas si ça marche. Je m'appelle Joël Malbranche, le micro si ça marche. Je suis directeur international pour Church World Service. Je suis basé à New York. La question que j'avais pour les deux organisations, c'est pour un peu parler de plus comment vous avez dit, de launch funding. Donc, vous hésitez à dire que vous n'êtes pas, comment je peux dire, vous êtes un peu inquiet avec les fonds internationaux, comment ça peut venir, si ça va vraiment peut-être, en anglais on dit derail à la mission des organisations. Mais est-ce que vous pouvez parler de peut-être un exemple clair, comment que ça peut mieux marcher pour aider les organisations locales? Merci. En parlant des fonds venant de l'aide internationale? Ouais, par exemple, s'il y a une organisation qui dit, OK, voici Fondation EDEM, nous avons 300 000 $, on veut vous donner pour travailler sur des projets sur le développement de l'éducation des femmes, des jeunes filles sur l'île la Vache. Et vous avez 2 ans pour dépasser les 300 000 $. Est-ce qu'il y a une autre manière de faire cela marcher mieux? Parce que je pense que maintenant, avec... OK, vas-y. OK, moi, ce que je pense, c'est que nous devons repenser le développement comme un véritable modèle d'affaires où chaque projet est conçu pour générer un impact durable tout en étant économiquement viable. Donc, cela signifie que passer d'une logique d'assistance ponctuelle à une stratégie structurée basée sur l'innovation, l'investissement local et la création de valeur. Donc, en intégrant des approches entrepreneuriales, en favorisant l'autonomie des communautés, on attire des partenaires stratégiques et on crée des chaînes de valeur locales qui stimulent l'économie. Donc, le développement devient alors un écosystème dynamique où les initiatives sociales, environnementales et économiques se renforcent mutuellement ainsi qu'une croissance inclusive. Donc, pour nous, c'est de vous présenter un projet tout comme si ce serait un plan d'affaires et puis assurer que ce plan d'affaires a une continuité et une durabilité après que vous ayez présenté votre donation et vous considérez comme un partenaire ou comme un investisseur. Le deuxième point dans la question, c'est que nous-mêmes, ce que nous constatons, c'est que trop souvent, je dis trop souvent, les solutions, entre guillemets, proviennent de l'extérieur. OK?
peu importe l'institution qui veut ou du moins qui souhaite aider Haïti, à mon avis, la première question, ce serait comment pouvons-nous aider? Et non pas nous voulons aider de telle façon, de telle manière. Pour moi, c'est là tout le problème. La solution ne peut pas provenir de l'extérieur. Nous sommes ceux qui sommes au plein cœur de la réalité. Donc, la solution devrait provenir de nous-mêmes. Donc, il n'est pas, à mon avis, pas logique qu'une institution extérieure dise, voilà, Fondation Communautaire Haïtienne Histoire, nous avons 500 000, OK, nous voulons vous confier 500 000 pour agir sur le système d'irrigation, pour agir sur tel ou tel problème. Mais est-ce que, au moment où vous parlez là, est-ce vraiment la priorité de la communauté ciblée? Donc, c'est là la question. Donc, c'est de pouvoir donner une certaine liberté. Bien entendu, là encore, ça va s'accompagner avec la question de confiance, OK, de crédibilité, OK, de transparence. Mais c'est de demander comment pouvons-nous vous aider, OK? Donc, c'est là pour moi toute la différence qu'il faut faire par rapport aux aides venues de l'extérieur. Merci beaucoup, Patrick et Hilaire. Et je pense que lorsqu'on pense des dizaines d'années d'expérience que vous avez à travailler d'une manière étroite avec la communauté, vous réalisez l'impact de tout ça. C'est-à-dire le fait que il s'agit en fait que tout soit bien adapté pour la communauté. Maintenant, la question que j'ai, parce que quand j'écoute, et bon, que ce soit Hilaire, Jean-Patrick, ça fait longtemps, Jean-Patrick, on se parle, on s'est parlé, je te suis, etc. Bon, Hilaire, bon, je suis engagée, je suis la fondatrice cofondatrice de la fondation. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que dans tout ça, ce que j'entends, c'est la différence entre un système passif où la communauté est supposée recevoir, être éduquée lorsqu'il s'agit de ses besoins, etc., ou un système, la différence, c'est ce que je vois dans vos approches, c'est que c'est proactif. C'est proactif. Nous avons des communautés, nous avons des régions qui se rassemblent, s'étudient, développent un consensus et décident, voilà nos priorités et voilà sur quoi que nous devons travailler. Donc, mais il y a beaucoup de gens, parce qu'il y a des études qui ont fait avec tout ça, mais est-ce qu'il y a des... Je sais que vous êtes en fait de bons exemples, mais que pensez-vous de ça, de la différence entre le proactif et l'approche qu'il y a d'habitude lorsqu'il s'agit de l'aide internationale? La différence du point de vue d'impact. Alors, Mario, oui. Les situations changent constamment. Donc, cette proactivité est essentielle. C'est de pouvoir rester connecté en continu avec les communautés que nous, disons, voulons accompagner. Donc, il est essentiel que ce soit nos actions ou nos paroles soient connectées en permanence avec ces communautés. C'est de pouvoir planifier régulièrement, travailler avec ces communautés et savoir vraiment leurs priorités. C'est pas de façon ponctuelle aller vers une communauté et dire voilà, nous voulons vous donner. Et alors, nous voulons résoudre ce problème. Donc, sans cette proactivité, comme vous l'avez dit, nous ne pouvons pas savoir si les choses évoluent, si au moment autant que nous parlons, c'est cette priorité-là qu'il faut adresser, c'est tel besoin-là qu'il faut adresser avec ces communautés. Et en plus de ça, c'est intégrer, OK, que les communautés fassent partie intégrante de la solution. Donc, sans cette connexion, sans cette interaction avec
que ce soit les bailleurs et les communautés, les organisations locales, il ne peut avoir de développement durable, de résultats durables et dans nos communautés, Marie-Lise. Merci. Patrick, Jean-Patrick? Bon, pour moi, être proactif est une attitude essentielle pour faire avancer le développement, surtout dans des contextes où les besoins sont urgents et les ressources sont vraiment limitées. Donc, attendre que les solutions viennent de l'extérieur ou que les conditions soient idéales ralentit les progrès. Au contraire, agir avec anticipation, initier des projets, mobiliser les ressources disponibles et créer des opportunités locales permet de prendre en main son propre avenir. Dans cette dynamique, la combinaison des compétences de la diaspora et de l'expertise locale devient un levier fondamental. Donc, la diaspora ne doit pas seulement intervenir en réaction à une crise, ce qu'on fait assez souvent, mais on doit s'impliquer en amont, en collaborant étroitement avec les acteurs sur le terrain, tels les gens comme Hilaire par exemple, et puis ensemble, nous pouvons identifier les défis, co-créer des solutions innovantes et bâtir des modèles durables qui respectent les réalités locales, tout en intégrant une vision globale. Donc, c'est cette alliance proactive et enracinant locale et ouverture internationale qui rend possible une transformation profonde et pérenne pour le pays. Merci. Une dernière chose, parce que c'est à moi, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Parce que nous avons un petit peu de temps. Merci, Joël. La question que je voulais, parce que maintenant, on parle toujours d'Haïti comme la république des ONG. NGO. Je m'y perds, je confonds l'autre c'est. Donc, et l'anglais. Mais la république des ONG. Donc maintenant, et il y a aussi la discussion et l'argument qu'il y a en fait, il y a un affaiblissement de l'État. Et l'une des choses que j'ai entendues en vous parlant à vous deux, c'est que vous impliquez toujours les autorités locales. Et d'une certaine manière, ça fait partie, au lieu d'arriver là, en fait, de les laisser de côté. Je me rappelle une fois, il y avait le directeur d'une organisation de volontaires internationale qui m'a dit, « Oh, j'ai créé, nous avons une équipe en Haïti, nous avons bâti 4 écoles. » J'ai dit, « Ah bon? Et avec qui vous avez le contact? Avec le maire? Non. Avec le département d'éducation? Non. Avec une autre organisation? Non. » J'ai dit, eh bien, vous avez bâti 4 structures, 4 bâtiments, mais pas 4 écoles. Donc, oui. Donc, est-ce que vous pouvez parler de ça lorsqu'il s'agit de votre stratégie de travailler avec les autorités locales? En Haïti, malheureusement, le constat, c'est qu'il y a vraiment une grande fossé entre ce que nous appelons l'État central au niveau de la République de Port-au-Prince, Port-au-Prince c'est la capitale, et les zones dites zones de province. Très souvent, et même le budget national reflète cette réalité. Nous avons 10 départements et si on fait, je ne vais pas m'aventurer dans les chiffres parce que je n'ai pas les chiffres en tête là, mais si on observe une répartition des fonds, on verrait que 70 à 80% du budget national reste concentré au niveau de la capitale. Donc, 30% environ, je dis ça avec des réserves parce que je n'ai pas les chiffres exacts, mais une minorité, alors une petite partie du budget national est distribuée pour les 9 autres départements. Ce qui très souvent conduit à une faiblesse exagérée de ces autorités locales. Nous-mêmes, au niveau de la Fondation communautaire haïtienne Espoir, nous savons pertinemment qu'il ne peut y avoir de nation sans un État fort. Certes, nous sommes en pleine crise, nous avons des problèmes à tous les niveaux, mais nous-mêmes, nous voulons quand même travailler
OK? Et c'est petit à petit, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid, on commence à la base, OK? On collabore avec les autorités locales. C'est pas seulement par obligation en référence aux lois, mais c'est de préférence pour commencer à renforcer l'État. Parce que tout ce que nous faisons, ça devrait être sous l'œil de l'État. Donc, c'est comme Haïti est devenu le territoire des organisations internationales, des ONG, c'est là encore ça prouve la faiblesse de notre État central. Donc, sans une orientation basée sur des études, OK, les interventions seront vaines, OK? Et c'est le cas. Chaque organisation, bon, je prends l'exemple de Marie-Rose, une organisation peut décider venir travailler, faire quelque chose sans même une autorisation de l'instance responsable. Donc, c'est pratiquement du désordre. Il est important de travailler avec les autorités locales. C'est non seulement pour avoir une certaine légitimité des actions posées, mais aussi c'est commencer à travailler pour la construction d'une nation nouvelle. Parce que nous-mêmes, l'idée, c'est d'intégrer tous les secteurs, et je dis bien tous les secteurs, qu'il s'agisse de la société civile, qu'il s'agisse des autorités locales. Donc, c'est la raison pour laquelle que nous travaillons avec ces autorités, c'est de renforcer l'État. Merci. Patrick, je ne sais pas si... Patrick? Bon, moi, je peux dire, par exemple, en fonction de la Fondation EDEM, et nous travaillons. La stratégie de la Fondation EDEM pour travailler avec la communauté locale repose sur une approche de collaboration étroite et de respect mutuel et de co-construction des projets. Un élément central de cette stratégie est de notre partenariat solide avec, par exemple, le maire de l'Île-à-Vache, ce qui joue un rôle clé dans la légitimité et l'ancrage local de nos actions. Donc, EDEM agit non seulement comme un acteur de développement sur le terrain, mais aussi comme un représentant de l'île au niveau international. Nous plaidons pour des besoins en mobilisant la diaspora et en recherchant des partenaires techniques et financiers pour l'Île-à-Vache. Donc, toutefois, chaque projet que nous entreprenons est soumis à l'approbation formelle du maire. Par exemple, nous avons construit un village qu'on appelle Vitesse, le village pour l'innovation, la technologie, l'éducation et le sport. Le projet a été soumis à la mairie a mis à disposition de la fondation un espace. Donc, le village a été créé, mais l'espace est aussi ouvert à la mairie pour toute activité communautaire. Donc, c'est un partenariat qui doit toujours être entre les organisations locales avec la mairie qui est le représentant de l'île, qui est le représentant de la communauté. Donc, ce que ça fait, cette démarche garantit que nos actions viennent à l'appui à l'État local, au moins au niveau local, à l'État local, et non en substitution. Donc, tout en assurant la transparence, la cohésion et l'appropriation communautaire des activités que nous mettons en œuvre. Merci beaucoup. Maintenant, nous avons pratiquement plus de temps, mais si vous désirez les informations de ces deux organisations, et je veux aussi stresser que ces organisations, entre parenthèses, ne sont que deux organisations. Il y en a beaucoup en Haïti. Et j'insiste, qui travaillent, que ce soit des Haïtiens établis par des Haïtiens qui vivent en Haïti et qui sont à l'extérieur d'Haïti pour le bien du pays. Donc, cette présentation négative que vous avez est ce qu'elle est, absolument négative et toxique. Merci beaucoup et je vais, laissez-moi voir. Halima, tu veux terminer? Et merci beaucoup pour votre temps. Nous savons que votre temps est précieux. C'est là. Et c'était un plaisir. Et je remercie Jean-Patrick et Hilaire. Merci beaucoup pour tout le temps que vous avez investi dans cette présentation. C'était un plaisir. Merci. Merci tout le monde. Un plaisir. D'accord. Merci beaucoup, Marie-Rose, et merci à nos excellentes orateurs pour cette session intéressante.
et informatif d'aujourd'hui. Je voulais vous remercier d'avoir participé à la réunion pour les participants. Nous apprécions beaucoup votre participation. Nous apprécions votre temps et votre engagement dans cette conversation importante. Et juste pour savoir, nous organisons des webinaires ce mois-ci et vous pouvez en savoir plus à ce sujet en visitant notre site web. Je vais mettre le lien sur le chat et vous pouvez aussi devenir membre du Kuja et à rejoindre notre communauté grandissante. Donc, je vais mettre le lien sur le chat pour que vous pouvez y assister, quoi. Et pour finaliser, je vous souhaite tous une bonne matinée, bon après-midi ou une bonne soirée, selon la partie du monde d'où vous rejoignez. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Tout le monde est parti?